Sa candidature a déjà suscité des manifestations, des violences et plusieurs morts. Nous ne voulons plus de Ouattara, nous ne voulons plus de lui. Troisième mandat de Ouattara, nous n'en voulons plus. Mais cela ne semble pas effrayer celui qui, après avoir longuement attendu son heure, ne semble pas prêt à sortir de l'histoire. Sa carrière politique est étroitement liée aux convulsions du pays. Le fait d'avoir fait une constitution qui commençait à vouloir exclure telle personne parce qu'elle n'est pas au pays, telle personne parce qu'elle doit faire ceci, cela, commençait déjà à agacer les gens. Les controverses autour de l'origine d'Alassane Ouattara illustrent les tensions identitaires qui déchirent la Côte d'Ivoire depuis la mort de son premier président en 1993. Une frange du monde politique ivoirien, comme le FPI de Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, accuse les étrangers, nombreux à travailler dans les secteurs du cacao et du café, de vouloir contrôler le pays. Alassane Ouattara, qui a grandi au Burkina Faso, est ainsi pointé du doigt par les camps Bédié et Gbagbo. Une manière de l'écarter du pouvoir. Ce débat explosif marquera toute sa trajectoire politique. En 1999, Alassane Ouattara quitte le FMI et rentre en Côte d'Ivoire, où il prend la tête du parti RDR, toujours déterminé à jouer un rôle politique d'envergure. Mais c'est sans compter sur la détermination des autorités en place à lui barrer le chemin. En 2000, il annonce sa candidature à la présidentielle et en réaction, le pouvoir en place émet un mandat d'arrêt pour faux sur l'identité et usage de faux documents administratifs. Alassane Ouattara s'exile brièvement en France. À la veille de Noël, le destin de la Côte d'Ivoire bascule à nouveau. Le général Robert Gueye renverse Henri Konan Bédié. Bédié n'est plus le président de la République de Côte d'Ivoire. Certains y voient la main d'Alassane Ouattara, car l'un des auteurs du putsch est son ancien garde du corps, le sergent Ibrahim Koulibaly, dit IB. Les militaires mettent alors sur pied une commission chargée d'élaborer une nouvelle constitution en vue de la présidentielle à venir. Et de nouveau, la candidature d'Alassane Ouattara est rejetée, la Cour suprême estimant qu'il est cette fois de nationalité douteuse. C'est Laurent Gbagbo qui remporte alors la présidentielle après avoir fait sortir la rue contre Robert Gueye. La violence a pleinement envahi la scène politique ivoirienne. 19 septembre 2002, des militaires exilés au Burkina Faso tentent un coup d'État. Ils échouent à s'emparer du pouvoir, mais prennent Bouaké, puis occupent toute la partie nord du pays. Une nouvelle fois, Ouattara est pointé du doigt. Pour sauver sa vie, il s'exile en France avec son épouse, Dominique, femme d'affaires et de pouvoir, qui depuis près de 30 ans nourrit son ambition. Après avoir été repoussée 6 fois par Laurent Gbagbo, l'élection présidentielle se tient finalement en 2010. Je suis content pour qu'on va gagner la paix. On fait comment? Voilà, les enfants sont là, ils ont diplôme, il n'y a pas de travail. On fait comment? Si on a voté qu'on a la paix là, les enfants vont travailler. C'est pas ça. Henri Konan Bédié est revenu dans la course, mais la présidentielle de 2010 se conclut en duel entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Les deux hommes revendiquent la victoire. Il y aura d'ailleurs 2 prestations de serment. Ouattara est déclaré vainqueur par la commission électorale, puis reconnu comme président par l'ONU, la France et les États-Unis. Laurent Gbagbo, lui, est donné vainqueur par le Conseil constitutionnel. La crise est totale. Elle fera au moins 3000 morts, selon l'ONU. Et finalement, Alassane Ouattara accède au pouvoir, appuyé par la France. Je ne me souviens pas que la France ait mené de combat pour la Côte d'Ivoire. Je ne me souviens pas que la France ait mené de combat pour la Côte d'Ivoire. Je ne me souviens pas que la France ait mené de combat pour la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, lui, est arrêté, puis envoyé à la CPI, où il sera jugé pour crimes contre l'humanité. Celle-ci l'a depuis innocenté en première instance. Une fois élu, Alassane Ouattara lance une série de grands travaux pour redresser une économie en ruine. Il redore ainsi l'image du pays du cacao auprès des investisseurs étrangers. La croissance repart, elle oscille entre 7 et 8%. C'est l'une des plus fortes au monde.
Des bons chiffres en façade qui ne masquent ni la précarité dans laquelle sont plongés des millions d'Ivoiriens, ni la corruption qui gangrène toujours certains secteurs. Plus globalement, les détracteurs d'Alassane Ouattara lui reprochent de ne pas avoir partagé équitablement les fruits de la croissance. Les années Ouattara sont aussi celles d'une relative stabilité, car malgré des mutineries, le pays n'a pas flanché. Reste une plaie encore vive, celle de la réconciliation nationale. Après la crise de 2011, il y avait urgence à apaiser un pays déchiré. 9 ans après, la déception est grande chez certains Ivoiriens qui ont le sentiment que seuls les adversaires d'Alassane Ouattara ont été inquiétés par la justice. Vous vous souvenez certainement que depuis le déclenchement de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, le procureur n'a cessé de proclamer qu'il poursuivrait tous les auteurs des crimes, quel que soit leur camp. Mais ici ne se trouve que le président Gbagbo. Pourquoi? Est-ce parce que les auteurs de ces crimes sont inconnus? Bien au contraire. Ils sont connus de tous et leurs crimes sont documentés. Documentés en détail par toutes les organisations de défense des droits de l'homme. Ils sont bien connus, ceux qui se sont appropriés et ont mis en coupe réglée le nord du pays depuis le 19 septembre 2002. Ils sont connus, ceux qui sont soupçonnés d'avoir ordonné l'assassinat des gendarmes de Bouaké en 2002, le meurtre et le viol de civils à Mans en 2003, le meurtre de civils à Korougou en juin 2004, lors d'un conflit entre Soro et IB, les massacres de Bouaké en 2007, le meurtre d'opposants et de civils, lors de conflits sanglants entre rebelles en 2008, entre autres atrocités. Ils sont connus de tous, ceux qui sont soupçonnés d'avoir fait torturer et tuer à Yopougon en mai 2011, ceux qui depuis le 19 septembre 2002 pratiquent le pillage, les extorsions à grande échelle et se livrent à toutes sortes de trafics en violation des lois. Ceux qui font du viol systématique une politique. Ceux qui utilisent les mercenaires et les miliciens d'Ozo pour terroriser la population. Et ceux qui continuent aujourd'hui encore à commettre des crimes, notamment dans l'Ouest ivoirien. Ils sont cités dans les rapports des Nations Unies, d'Amnesty International, de Human Rights Watch, de l'International Crisis Group, de Global Witness, du département d'État américain et bien d'autres encore. Alors, serait-ce parce qu'ils se cachent qu'on ne saurait où les trouver? Pourtant, l'un est préfet, l'autre dirige l'armée, un troisième le groupe de sécurité de la présidence, un quatrième la garde républicaine, ou bien encore la force spéciale, tous nommés à ces postes par Alassane Ouattara en 2011 et 2012. D'autres encore sont des hommes politiques de premier plan et ne se cachent pas. Alors pourquoi ne sont-ils pas là? Pourquoi ne sont-ils pas poursuivis? Car ne s'agit-il pas ici de déterminer les responsabilités d'un conflit long et douloureux? Tout se passe comme si le procureur près la Cour pénale internationale avait été convaincu, depuis les débuts, qu'il n'y avait qu'un responsable au drame que vit la Côte d'Ivoire.